Un maître chanteur a commis une erreur fatale, et Miss Marple ne manque jamais de détails. Bienvenue à Conte policier, je suis votre hôte Marc. Dites-moi ci-dessous, de quelle partie du monde écoutez-vous ce soir? Vos commentaires comptent pour le monde entier. Découvrons ce mystère ensemble. C'était le genre de journée où Sainte Mildred prospérait. Un air pur, un soleil paresseux et la foire annuelle des récoltes organisées dans la verdure du village, animée d'étals de pots de confiture, de châles tricotés et de lourds paniers de pommes mûres. Les enfants couraient en riant entre les tentes, et leurs aînés, animés par l'esprit communautaire et la moindre trace de compétitivité, s'affairaient des concours de gâteaux aux expositions de fleurs avec une énergie qui démentait leur âge. Au milieu de tout cela, une petite dame âgée vêtue d'un cardigan lavande pâle bougeait tranquillement, un sac à tricoter suspendu à son bras, ses 12 yeux bleus toujours aussi modestes. Miss Marple, qui manquait rarement un événement du village, profitait d'une banquette près de la tente de thé, sirotant une douce tasse d'Earl Grey, et regardant le théâtre humain se dérouler devant elle avec un amusement silencieux. C'était une scène assez agréable jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Les cris ont commencé de l'autre côté du green, près du refuge des noix de coco, où M. Leonard Pike, un avocat local de réputation moyenne et d'opinion large, se tenait raide, se disputant avec un colonel Everett à l'air encore plus raide. Leur voix s'élevait au-dessus de l'air festif, aigu et tranchante. « Tu n'as aucun droit, Everett, aucun droit !» aboya M. Pike, le visage rouge. « Et vous découvrirez que vous n'êtes pas en position de proférer des menaces, » rétorqua le colonel, la moustache se hérissant dangereusement. Le thé de Miss Marple refroidit inaperçu. Quelques villageois des environs ricanaient nerveusement, mais la plupart, à la manière anglaise, faisaient comme si de rien n'était. Les désaccords, notamment publics, étaient rares à Sainte Mildred, et la foire venait à peine de commencer. Cela aurait pu se passer sans incident si Madame Delia Hargreaves, une veuve connue pour ses chapeaux extravagants et sa fâcheuse tendance à se mêler, n'avait pas décidé d'intervenir. D'une voix haute et tremblante, elle appela « Messieurs, s'il vous plaît, pensez aux enfants. » Cela n'a réussi qu'à rediriger la fureur de la dispute sur elle-même. Le colonel Everett marmonna quelque chose à propos de langues lâches et de femmes indiscrètes, et avant que quiconque puisse répondre, M. Pike se tourna brusquement pour partir. Il se dirigea vers la tente des juges, les épaules raides. Il n'y est jamais parvenu. Après 3 pas sur le gazon inégal du green, Leonard Pike trébucha, tomba en avant, et s'effondra lourdement dans un bouquet de chrysanthèmes attendant d'être jugés. La réaction de la foule a été immédiate. Des cris, une dispersion d'enfants, et Madame Hargreaves s'évanouissant dans les bras d'un vicaire, surpris. Quelqu'un a appelé le docteur Jameson, le médecin du village, qui heureusement jugeait le concours de moelle. En quelques minutes, le docteur Jameson s'était agenouillé à côté de l'homme tombé, ses mains expérimentées bougeaient rapidement, mais devenaient plus lentes à mesure que la vérité devenait évidente. Finalement, il se redressa, le visage grave. « J'ai peur qu'il soit mort. » Il y eut un silence stupéfait. Seul le murmure agité de la foire, désormais gauche et sourde, remplissait l'air. « Il devait avoir une maladie cardiaque. » marmonna quelqu'un. C'était une notion rassurante, une explication facile. Mais Miss Marple, qui s'était levée lentement de son banc et, sous prétexte d'aider une matrone en détresse, s'était rapprochée, fronça très légèrement les sourcils. Elle avait vu la chute, pas un simple trébuchement, mais un effondrement soudain et effondré. Elle avait également remarqué la façon particulière dont la main de M. Pike s'était agrippée à sa gorge, et non à sa poitrine. Le docteur Jameson avait également l'air perplexe. Il examina brièvement les environs, renifla la noix de coco à moitié mangée que M. Pike transportait, puis secoua la tête. « Aucun signe de quoi que ce soit, » dit-il doucement au gendarmereau qui venait d'arriver. « Néanmoins, nous ferions mieux d'en être sûrs. »
Je le signalerai correctement, bien sûr. À la tombée de la nuit, la nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Monsieur Pike, vigoureux et fort, était inexplicablement mort à la foire des récoltes. Et tandis que la nuit s'épaississait sur les toits de chaume et les murs recouverts de lierre de Saint-Mildred, la spéculation fleurissait, avec toute la sombre fertilité de l'imaginaire collectif d'un village anglais. Il avait été empoisonné, sûrement. Non, c'était une cause naturelle. Il avait l'air très rouge pendant la dispute. Peut-être avait-il des ennemis? N'avait-il pas représenté Madame Vol dans cette horrible dispute d'héritage l'année dernière? Et n'y avait-il pas un vieux scandale concernant des fiançailles rompues? Les restes joyeux de la foire ont été rangés à la hâte et les voisins ont fermé leurs portes plus tôt que d'habitude. Les lumières brûlaient, jusque tard dans la nuit alors que les théories chuchotées traversaient les clôtures des jardins et étaient murmurées autour des tasses de thé tirées. Malgré tout cela, Miss Marple était assise tranquillement dans son confortable salon de Church Lane, son tricot claquant régulièrement sur ses genoux. Le motif était compliqué, un châle en dentelle délicat, et nécessitait toute son attention. Pourtant son esprit, encore plus agile que ses doigts, revenait à cet après-midi, à l'effondrement soudain de Leonard Pike, à l'expression particulière, presque étranglée de son visage, à la colère visible, non seulement du colonel Everett mais aussi des autres. Madame Partridge aux yeux perçants marmonnait sombrement à la femme du boulanger, de la même manière que la jeune nièce du vicaire Suzanne s'était détournée pâle et tremblante. Non, réfléchit Miss Marple en tournant adroitement les aiguilles à tricoter. Ce n'était pas aussi simple qu'un trébuchement, et pas aussi simple peut-être qu'un poison non plus. C'était l'expression du visage de M. Pike qui la troublait le plus, pas la peur ou la douleur, mais le choc, profond et personnel, comme s'il avait vu quelque chose, ou réalisé quelque chose, qu'il avait détruit à cet instant précis. Elle soupira doucement et se pencha à nouveau sur son châle en dentelle. Elle attendrait. Les événements, selon sa vaste expérience, avaient une manière de se dérouler d'eux-mêmes. Et Saint Mildred, bien qu'apparemment endormie, était un endroit où les secrets restaient rarement longtemps enfouis. Le lendemain matin, tout le village de Saint Mildred était en effervescence avec la nouvelle du décès soudain de M. Leonard Pike. La foire des récoltes, censée annoncer une saison d'action de grâce, avait plutôt semé une moisson de rumeurs inquiétantes. Au magasin du village, Madame Gubbins, dont l'ouïe était aussi fine que sa langue, a annoncé à un public captif au comptoir des biscuits. C'était du poison, remarquez mes paroles. Rien d'autre ne frappe un homme comme ça, même s'il était en pleine santé. Mais il était argumenté, a protesté la jeune Nancy Broom, qui travaillait à temps partiel pour approvisionner les étagères. Peut-être que c'était l'excitation, comme avec oncle Jack. Le docteur a dit que l'excitation avait provoqué son accident vasculaire cérébral. Madame Gubbins renifla. Un accident vasculaire cérébral, en effet. Avez-vous voir le visage de Pike? Bleu comme les hortensias, il l'était. Et en lui saisissant la gorge, elle se pencha en avant d'un air conspirateur. Et que le colonel Everett sait quelque chose. Il criait avant que cela n'arrive. Derrière la caisse, M. Pettigrew, qui se prenait pour la voix de la raison, grogna. « Vous êtes tous fous du drame. » Pike n'était pas apprécié, c'est vrai, mais cela ne veut pas dire que quelqu'un l'a offensé. Certaines personnes naissent malchanceuses. Miss Marple, entrant tranquillement pour prendre son paquet de thé hebdomadaire et poster une lettre, écoutait comme si elle n'était qu'une autre vieille femme qui passait l'heure de la journée. Pourtant, son esprit vif remarqua non seulement les ragots eux-mêmes, mais aussi OMS répandez-le, et comment. Au même moment, la police ouvrait son enquête formelle. L'inspecteur Craddock, un homme pratique doté d'un respect inné, bien que parfois réticent, pour les idées de Miss Marple, avait été envoyé de Much Benham. Après un premier coup d'œil sur le corps et ses environs, il avait pris la décision prudente de différer toute hypothèse. À midi, c'était officiel.
La mort de Leonard Pike était suspecte. Une autopsie a été ordonnée. Et Sainte Mildred, sachant qu'elle était désormais au centre d'une véritable enquête pour meurtre, crépitait pratiquement d'excitation. Le White Hart Inn, un endroit qui se contentait autrefois de servir des pintes à une poignée d'habitants, s'est retrouvé occupé par des conversations entendues et des spéculations feutrées. Il faisait chanter quelqu'un, j'en suis sûr, a affirmé M. Jonas, un maître d'école à la retraite, en tapotant sur la barre pour insister. Un notaire en sait toujours trop sur les affaires de tout le monde. C'est pour cela qu'il a été réduit au silence. C'est nul, a déclaré son compagnon de beuverie, M. Fletcher, un boucher au bras comme des côtes de bœuf. Si quelqu'un avait une raison de quitter Pike, ce serait Everett. Colérique, type militaire. Il a perdu sa pension à cause de ce mauvais investissement. L'entreprise de Pike s'en est occupée, n'est-ce pas? Manipulé ou mal géré, corrigea Jonas. Tout cela, chaque murmure, chaque accusation, revenait inévitablement au cottage de Miss Marple. Les visiteurs arrivaient, sous les prétextes les plus fragiles. Retour d'un livre emprunté, enquête sur une réunion du comité du bazar de l'église, prétendu besoin de conseils en tricot, et tandis que Miss Marple offrait du thé et une conversation polie à chacun, elle classait chaque lapsus de langue, chaque alibi trop répété dans son formidable cabinet mental. Elle a appris, par exemple, que le colonel Everett avait quitté le champ de foire presque immédiatement après l'effondrement de Pike, refusant même de faire une déclaration jusqu'à ce qu'il soit convoqué par la police plus tard. Un manque flagrant de devoir civique pour un homme qui se piquait de son service. Elle a également appris de Madame Pritchard, qui avait passé la foire derrière le stand de confiture et n'avait rien manqué, que Madame Delia Hargreaves avait été visiblement bouleversée avant que la dispute n'éclate, murmurant avec urgence à Pike dans les minutes précédentes. Elle avait l'air désespérée, ma chérie, confia Madame Pritchard, les yeux écarquillés par le frisson de partager le scandale. Positivement plaidoirie avec lui. Encore plus curieux était ce que Miss Marple a observé par elle-même. La nièce du vicaire, Suzanne, une fille normalement joyeuse, était en larmes ce soir-là, aperçue sortant tranquillement de la sacristie avec les yeux rougis. Miss Marple, remuant pensivement son thé, considéra ses morceaux. Ils étaient comme des morceaux de laine colorée, vifs, séparés. Il faudrait un tissage soigné pour voir le motif. Pendant ce temps, l'enquête officielle progressait avec moins de subtilité. L'agent Rowe, robuste et sérieux, a recueilli les déclarations au poste de police. La version de Madame Hargreaves était une histoire d'impuissance. Elle n'était intervenue à la foire que pour calmer les esprits, a-t-elle déclaré, et n'avait aucune idée de la raison pour laquelle les hommes se disputaient. Le colonel Everett a été plus direct. Pike était un maître chanteur, dit-il sombrement. Tout le village le savait. Il gagnait sa vie en fouinant dans les affaires des gens, en faisant allusion aux révélations. Quelqu'un en avait marre, c'est tout. Pressé d'expliquer sa dispute, avec Pike, Everett resta vague. Vieille affaire, privée, rien à voir avec sa mort. En privé, l'inspecteur Craddock fronça les sourcils. Trop de secrets, trop de dénégations commodes. Une première fouille dans le petit bureau de Pike au-dessus du bureau de poste n'a révélé que peu de choses. Des registres, des papiers juridiques poussiéreux, rien de visiblement incriminant. Mais caché dans un tiroir verrouillé se trouvait un carnet en cuir rempli de notes énigmatiques. Initiales, date, somme d'argent. De quoi confirmer, voire prouver, l'accusation d'Everett. Lors d'une réunion convoquée à la hâte, dans la salle des fêtes ce soir-là, l'inspecteur Craddock a tenté de rassurer les villageois. Il a parlé avec fermeté de procédure et de progrès, tout en laissant entendre que les résultats seraient rapides. Miss Marple était assise tranquillement au fond, écoutant à moitié. Elle a noté qui était présent et qui ne l'était pas,
Suzanne, la nièce du vicaire, était absente. Madame Hargreaves était là, mais elle bougeait terriblement. Le colonel Everett était assis, le visage impassible, les bras croisés, et Madame Partridge, qui nourrissait depuis longtemps l'ambition de rejoindre le conseil paroissial, a profité de l'occasion pour déclarer haut et fort sa confiance dans la police, assurant ainsi sa propre importance dans les potins de demain. Ensuite, tandis que la salle se vidait dans un faible bourdonnement d'insatisfaction, Miss Marple échangea quelques mots agréables avec l'inspecteur Craddock. « C'est une affaire tellement bouleversante, dit-elle doucement, mais on espère que ce problème sera résolu rapidement. Les villages sont des choses délicates, inspecteur. Comme les vieilles dentelles, faciles à déchirer, difficiles à réparer. » L'inspecteur, qui avait appris par expérience à ne pas rejeter les observations de Miss Marple, hocha sérieusement la tête. En rentrant chez elle dans le crépuscule, de plus en plus profond, Miss Marple réfléchit à la pression croissante qui régnait à St. Mildred. La peur a tordu même les esprits les plus innocents. La culpabilité ou la terreur du soupçon commencerait bientôt à briser les façades calmes. Elle sourit légèrement. Ce n'était, pensait-elle, qu'une question de patience. Le meurtrier s'était déjà révélé. Seulement, personne, sauf peut-être elle-même, ne l'avait encore vu. Ainsi, avec le moindre soupir, Miss Marple se retira au coin du feu, reprit son châle en dentelle et attendit. 2 jours après l'effondrement soudain de Leonard Pike, le village de Plantation de St. Mildred's, apparemment tranquille, mijotait comme une bouilloire juste avant l'ébullition. Les rideaux tremblaient, les pas s'accéléraient, et les conversations changeaient au milieu d'une phrase à chaque fois qu'un autre villageois approchait. L'inspecteur Craddock, méticuleux et méthodique, était déterminé à mener une enquête approfondie. Pourtant, malgré toute son efficacité, il était conscient d'une certaine résistance, une politesse des villageois qui masquait l'entêtement, le don anglais de paraître coopératif sans rien révéler du tout. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait sa propre enquête moins officielle mais, à sa manière discrète, beaucoup plus pénétrante. Elle commença, comme elle le faisait souvent, par quelque chose de tout à fait innocent, une visite à l'église pour inspecter les fleurs de l'autel. Là, elle rencontra Suzanne, la nièce du vicaire, qui arrangeait un bouquet de chrysanthèmes plutôt mou. La jeune fille était pâle et ses mouvements étaient saccadés. « Ma chère, » dit doucement Miss Marple en ajustant une tige tombante, « vous regardez à fond. Peut-être que les événements de la foire vous ont bouleversé ?» Suzanne se mordit la lèvre. « C'est épouvantable, Miss Marple. Je n'arrête pas de penser. Je l'ai vue tomber, juste là. » Elle frissonna. « Je ne l'oublierai jamais. » Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Cela a dû être un choc. Monsieur Pike était assez, vigoureux. Suzanne hésita, ses mains tremblant au-dessus des fleurs. Ce n'était pas un homme gentil, Miss Marple. Non? La voix de Miss Marple était douce et encourageante. Suzanne rougit. Il aimait connaître les secrets des gens. Il disait parfois des choses, des allusions horribles. Sa voix baissa. Il a dit une fois qu'il pouvait ruiner oncle s'il le voulait. Votre oncle, le vicaire. Suzanne hocha misérablement la tête. Mais oncle est l'homme le plus gentil du monde. Monsieur Pike a dû mentir. Miss Marple se contenta de lui caresser la main et de murmurer quelque chose d'apaisant. Pourtant, intérieurement, elle a noté. La portée de Monsieur Pike s'étendait même au caractère sacré de l'Église. En quittant Suzanne, Miss Marple se dirigea vers le White Hart Inn. Une destination parfaitement innocente. Elle y déjeunait, souvent les jours de marché. Là, assis près de la cheminée avec une grande pinte de bière, se trouvait le colonel Everett. Son visage rugueux était tracé de rides sombres, et le verre dans sa main tremblait légèrement, trahissant une agitation qu'il ne montrait pas autrement. Miss Marple, faisant semblant de ne pas le remarquer, commanda une modeste tasse de bouillon et s'assit à proximité.
Après quelques instants, elle leva les yeux de son tricot. Terrible affaire concernant Monsieur Pike, Colonel. Cela a terriblement secoué le village. Everett grogna. Bon débarras, dis-je. Il se reprit, fronça les sourcils. Pardonnez-moi, Miss Marple. Ce n'est pas convenable de dire du mal des morts. Des sentiments naturels, colonel. Monsieur Pike semblait parfois provocateur. Provoquant. Everett éclata de rire. C'était une sangsue suceuse de sang. Je devrais le savoir. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. Le colonel regarda son verre. Il avait quelque chose sur tout le monde. Tout le monde d'importance, en tout cas. Des petits secrets, des plus gros, toujours menaçants, toujours insinuants, ruinant des vies à petits pas. Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. Comme c'est épouvantable. Le colonel vida le reste de sa pinte et se leva brusquement. « Bonjour, Miss Marple. » Elle le regarda partir, remarquant la raideur de ses épaules, la façon dont ses mains se serraient et se desserrèrent sur ses côtés. Un homme sous tension, sans doute. Mais la tension née de la culpabilité ou de la peur. Pendant ce temps, les efforts de l'inspecteur Craddock donnaient des résultats mitigés. Il avait revisité Madame Delia Hargreaves, dont l'histoire changeait légèrement à chaque récit. Premièrement, elle avait simplement entendu la dispute entre Pike et Everett. Maintenant, pressée plus fort, elle a admis qu'elle avait parlé brièvement à Pike au préalable. « Et Madame Hargreaves ?» demanda sévèrement Craddock. Madame Hargreaves s'essuya les yeux avec un mouchoir trop lavé. « Oh, des choses stupides, des questions de... Oh, des préoccupations personnelles. » L'expression de Craddock se durcit. « Madame Hargreaves, Monsieur Pike a-t-il tenté de vous faire chanter ?» Elle se froissa alors, comme un tissu mouillé. « Ce n'était pas chantage, inspecteur. Seulement une suggestion selon laquelle si je ne l'aidais pas dans certains investissements, il pourrait être obligé de mentionner certaines indiscrétions de jeunesse. Une aide financière, tu veux dire ? » Elle hocha misérablement la tête. L'inspecteur Craddock pinça les lèvres. Il devenait tout à fait clair que Leonard Pike avait utilisé l'information comme une arme, et que le village abritait plus de victimes qu'il n'en avait encore découvert. Pourtant, l'opportunité à elle seule n'a pas prouvé la culpabilité. La moitié du village avait des raisons de souhaiter la mort de Pike, mais qui avait agi en conséquence ? Miss Marple, à son tour, poursuivit des recherches plus subtiles. Elle s'est arrêtée au magasin du village, sous prétexte d'acheter de l'eau de lavande. Derrière le comptoir, M. Pettigrew, habituellement un modèle de réserve, était inhabituellement bavard. « Mauvaises affaires, marmonna-t-il en emballant son achat. Pourtant, les choses iraient mieux sans l'ingérence de Pike. Vous le connaissiez bien ? Demanda légèrement Miss Marple. M. Pettigrew haussa les épaules. Aussi bien que n'importe qui. Toujours en train de fouiner, de poser des questions, je me suis étrangement intéressé à Suzanne Broom, la pauvre fille. Miss Marple pencha la tête. Nancy Broom, tu veux dire ? Oui, Nancy. Il travaillait ici le soir. Il avait une sorte d'emprise sur sa mère, je pense. Il venait renifler partout, la rendant nerveuse. Il baissa la voix. Pas vrai, ce genre de choses. Miss Marple accepta son eau de lavande avec un doux sourire, mais son esprit était illuminé de nouvelles connexions. Madame Broom, la femme de ménage du bureau de poste, pauvre, respectable, farouchement protectrice envers sa fille. Si Pike avait trouvé quelque chose pour la faire chanter, quelque chose d'assez désespéré pour la pousser à prendre des mesures extrêmes, un autre fil conducteur dans la tapisserie. À la tombée de la nuit, Sainte Mildred semblait calme et méfiante. Au presbytère, Suzanne était assise silencieusement près du feu tandis que le révérend Julian Weatherby
fronçait les sourcils, en examinant ses notes de sermon, l'esprit ailleurs. Chez le colonel, Everett faisait les 100 pas, sa discipline militaire habituelle s'effondrant sous des pressions invisibles. Et au White Hart, les fermiers et les femmes au foyer buvaient leur boisson et gardèrent la voix basse, jetant souvent un coup d'œil vers la porte. Ils attendaient, tous, que quelque chose se brise. Miss Marple, chez elle près de son joyeux feu, réfléchit à ce qu'elle avait rassemblé. Pike s'était fait de nombreux ennemis, mais il avait aussi été intelligent et prudent. Quelqu'un avait agi précipitamment dans un lieu public, par impulsion plutôt que par calcul. L'empoisonnement semblait peu probable, à moins d'être administré immédiatement avant la chute. Pourtant, il n'y avait aucun signe de boisson, pas de nourriture avariée. Non, pensa-t-elle en se rappelant les visages désespérés, les menaces murmurées. Pike n'était pas mort d'empoisonnement, mais de choc, la prise de conscience soudaine et dévastatrice d'une trahison. Mais quelle trahison? Laissant son tricot de côté, Miss Marple attrapa son journal et prit quelques petites notes précises. Nom, heure, comportement. Rien de définitif pour l'instant. Mais la forme de la vérité commençait à émerger. Ce ne sont jamais les grandes passions qui ont fait tomber un homme comme Leonard Pike, songea-t-elle avec une sombre satisfaction. Ce sont les petites et mesquines trahisons, le désespoir silencieux des gens ordinaires, qui se sont révélés les plus fatales, et, quelque part à Saint Mildred, le traître regardait, attendait, et se demandait s'il avait réussi. Miss Marple sourit intérieurement. Ce n'était pas le cas. Pas encore. 3 jours après la mort de Leonard Pike, la tension latente dans le village a fait surface. L'inspecteur Craddock, soucieux de procéder méthodiquement, avait commencé à réduire sa liste de suspects, et inévitablement le premier à se trouver sous surveillance était le colonel Everett. Ce n'est pas seulement la querelle publique à la foire qui l'a désigné, c'était le tempérament du colonel, bien connu à St. Mildred's, couplé à ses pertes financières considérables, toutes liées à des investissements malheureux supervisés par le bureau de Pike. Dans l'arrière-salle confortable du commissariat de police, l'inspecteur Craddock était assis face au colonel, sur une table en chêne battue. Le colonel, droit et rigide, regardait chaque centimètre carré que le vieux soldat convoquait devant un officier supérieur. Mais il y avait une oppression autour de ses yeux, une fragilité dans ses réponses. Vous vous êtes disputé très publiquement avec M. Pike, colonel Everett, dit Craddock en tapotant un crayon sur son carnet. Des témoins situent la dispute quelques minutes avant son effondrement. Je n'ai jamais mis le doigt sur lui, aboya le colonel. Des mots, oui, des mots passionnés, rien de plus. Vous l'avez menacé. J'ai dit que je le verrais ruiné. Ce n'est pas une menace, c'est la justice. L'inspecteur Craddock haussa un sourcil. Saviez-vous que M. Pike gardait des notes détaillées sur certains villageois, des informations potentiellement compromettantes? Le colonel bougea inconfortablement. Tout le monde savait que Pike était un maître chanteur, sauf le nom. Il a laissé entendre, a toujours fait allusion. Il n'a jamais rien écrit qui puisse le prouver. Sauf qu'il l'a fait, dit Craddock, laissant les mots en suspens. Son carnet privé a été retrouvé. Le visage du colonel rougit. Alors bon débarras, dis-je. Craddock le regarda pensivement. Colonel Everett, seriez-vous prêt à rendre compte de vos mouvements après l'effondrement de M. Pike? Le colonel hésita légèrement. J'ai quitté la foire. J'ai marché jusqu'au bois de Red Lane. J'avais besoin d'air. Des témoins? Non. J'étais seul. Une mauvaise défense, pensa Craddock. Mais la culpabilité d'un homme n'était pas prouvée par la seule absence d'alibi. Pourtant, les preuves circonstancielles contre Everett devenaient de plus en plus épaisses. Il serait tentant, dangereusement tentant, de clore l'affaire plus tôt. Pourtant, au même moment, une autre silhouette apparaissait discrètement.
Miss Marple, de son côté, ne risquait pas de se laisser influencer par l'opinion publique. Elle savait trop bien avec quelle facilité un village pouvait créer des méchants, et combien de fois le véritable coupable échappait à l'attention, protégé par la familiarité ou l'insignifiance. Elle a vu Madame Delia Hargreaves sortir de chez elle tôt ce matin-là, d'un pas furtif. Miss Marple, taillant ostensiblement ses rosiers, observait discrètement. Plus tard, elle a appris de son amie Madame Pritchard que Delia s'était rendue au bureau de poste, pour en repartir visiblement bouleversée. Pendant ce temps, la nièce du vicaire, Suzanne, restait renfermée, son esprit brillant terni. À l'office, du dimanche, elle chantait sans conviction, le regard fixé sur quelque terrible horizon intérieur. Et M. Pettigrew, au magasin, avait développé un tic nerveux prononcé, tressaillissant au son de la cloche au-dessus de sa porte. Trop de secousses. À la surface du village, pensa Miss Marple, les coupables, et peut-être les craintifs, remuaient. Elle sourit un peu pour elle-même. La peur, elle le savait, était plus révélatrice que la culpabilité. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock avançait. Il a opté pour une pression subtile. Arrêter Everett pour un interrogatoire plus approfondi. Pas d'accusation formelle, mais suffisamment pour faire trembler l'arbre du village et voir ce qui s'est passé. Le colonel Everett soumit sombrement. Son arrestation a provoqué une ondulation dans St. Mildred's comme une pierre jetée dans un étang. Au White Hart, les discussions s'enflamment. Monsieur Jonas, le maître d'école à la retraite, secoua gravement la tête. Triste affaire. J'ai toujours aimé le colonel, remarqué. Brûlant mais bon cœur. Mais vous l'avez vu crier après Pike, lui rappela M. Fletcher, découpant sa tarte avec une force inutile. Oui, mais crier n'est pas un meurtre, n'est-ce pas? Jonas rétorqua. Si les mots tuaient, nous serions tous morts 2 fois. À l'église, Madame Hargreaves a chuchoté d'urgence au vicaire, ses gants tordus dans ses mains. Au magasin, M. Pettigrew a offert sa sympathie non sollicitée à chaque client. Et tout au long, Miss Marple bougeait tranquillement, son sac à tricoter à la main, souriant doucement, rassemblant des fragments de conversation comme une pie, collectionnant des objets brillants. Elle avait appris depuis longtemps que les êtres humains étaient rarement doués pour cacher leur vraie nature en cas de stress. Et St. Mildred était sous pression. Au commissariat de police, Craddock a affronté son problème sans détour. Oui, Everett avait un mobile. Oui, opportunité. Pourtant, les résultats de l'autopsie étaient tombés le matin même. Aucune trace de poison, aucune blessure visible, aucune cause apparente du décès. L'insuffisance cardiaque avait été répertoriée comme la cause finale. Mais le coroner, un homme expérimenté, avait ajouté une note curieuse. Le choc est probablement un facteur contributif. Suggérer une enquête sur un traumatisme émotionnel ou psychologique précédant le décès. Choc, c'était une chose fragile sur laquelle bâtir une affaire de meurtre. L'inspecteur Craddock savait qu'il ne fallait pas se fier à des choses fragiles. De plus, il se rappelait les paroles de Miss Marple, qui lui avaient été adressées, à voix basse après le service du dimanche. Le colonel Everett a peut-être crié, inspecteur, mais je ne pense pas que ce soit celui que M. Pike craignait le plus. Au début, Craddock avait considéré cela comme les divagations d'une vieille dame. Maintenant, il n'en était pas si sûr. Il a décidé, à contre-cœur, de libérer Everett. Pour le moment, le colonel a quitté le poste avec une claudication visible d'épuisement, la mâchoire serrée, sa dignité effilochée mais intacte. Et le village, voyant son retour, murmura avec inquiétude. Si ce n'est pas Everett, alors qui? La question flottait dans l'air comme un épais brouillard. Miss Marple avait sa propre idée. Elle a invité Susan Weatherby à prendre le thé. Une invitation assez innocente, que Susan pouvait difficilement refuser. La jeune fille n'arriva pas à les tirer, ses mains tordant ses gants en nœuds. Miss Marple servait du thé, offrait des scones, discutait légèrement du temps,
du fond du toit de l'église, du prix de la laine. Lentement, la garde de la jeune fille baissa, et puis très gentiment Miss Marple dit « Cela a dû être terriblement difficile pour vous, ma chère, de savoir ce que vous savez. » La tasse de Suzanne claqua brusquement contre sa soucoupe. Commença-t-elle? Avant de s'arrêter, Miss Marple se pencha en avant, la voix douce. Vous voyez, je comprends. Parfois les gens font des choses terribles. Pas par méchanceté, pas toujours, mais par peur. La peur peut pousser une personne à des actes désespérés. Les larmes montèrent aux yeux de Suzanne. Je ne voulais pas que cela arrive, murmura-t-elle. Je sais, chérie. Je sais. Miss Marple lui tapota doucement la main. Ce n'était pas une confession. Pas tout à fait. Mais c'était suffisant. Suzanne savait quelque chose de vital, et la peur la consumait. Miss Marple se rassit sur sa chaise, ses aiguilles à tricoter tranquillement sur ses genoux. La tendance devenait claire maintenant. Le mauvais suspect avait été poursuivi, alors que la véritable trahison était cachée, silencieuse et effrayée. Mais plus pour très longtemps. Non, pensa Miss Marple en regardant Suzanne se tamponner les yeux avec un mouchoir froissé. Le temps du meurtrier était presque écoulé. Le lendemain matin, il faisait froid et gris, comme si le temps lui-même partageait l'humeur maussade du village. Une fine brume s'accrochait obstinément aux rues pavées et aux haies de Sainte Mildred, adoucissant les contours et rendant incertains même les sentiers les plus familiers. Miss Marple, cependant, était bien éveillée et déterminée. Après son thé troublant avec Suzanne, une pensée avait constamment grandi dans son esprit. Une petite chose, presque trop légère pour être remarquée, mais qui refusait d'être écartée. Elle avait appris depuis longtemps que le meurtre, comme le tricot, dépendait souvent de petits points négligés. Et quelque chose, elle le savait, avait été négligé. Elle mit son sac à tricoter sur son bras et se dirigea vers le bureau de poste. Le bureau de poste lui-même n'avait rien de remarquable. Un bâtiment trapu, en briques, avec une fenêtre poussiéreuse et une légère odeur de papier moisi à l'intérieur. Il servait, comme tant d'autres choses dans la vie du village, à plusieurs fins à la fois. Le courrier, les télégrammes, les opérations bancaires et un modeste bureau juridique à l'étage, autrefois occupé par Leonard Pike. Aujourd'hui, seule Madame Broom, la femme de ménage, était présente, passant la serpillière à coups lents et lourds. « Bonjour, Madame Broom », dit chaleureusement Miss Marple. « Une journée vraiment maussade, n'est-ce pas ?» Madame Broom se redressa précipitamment, s'essuyant les mains avec son tablier. « Bonjour, Miss Marple. Oui, c'est assez triste, mais il y a toujours du travail à faire. » En effet. Miss Marple laissa son regard errer nonchalamment sur le petit hall. Il y avait la cabine téléphonique dans le coin, le comptoir du commis et, au-delà, les escaliers menant au bureau supérieur, désormais bouclés par du ruban, adhésif de la police. Et puis son regard aperçut quelque chose d'étrange. Près de la poubelle, près du comptoir, presque caché sous un journal tombé, se trouvait un morceau de papier vert vif, plus brillant que tout ce qui se trouvait dans cette petite pièce terne. « Cher moi, Madame Broom », dit Miss Marple en se penchant soigneusement. « Tu as raté un peu. » Elle arracha délicatement le papier. Il s'agissait d'un fragment déchiré d'un dépliant. Le programme de la foire des récoltes, reconnaissable entre tous avec ses lettres audacieuses et son motif de pommes joyeux. Ce qui était étrange, c'était son état. Le papier était rigide, brillant, presque neuf. Pourtant, la foire était terminée depuis quelques jours. Dans un village comme Sainte Mildred's, de tels déchets ne passeraient pas inaperçus. Non, quelqu'un était venu ici récemment avec un programme en poche. Quelqu'un qui avait peut-être eu l'intention de se débarrasser de quelque chose rapidement, avec désinvolture et sans réfléchir. Quelque chose la harcelait. Laissant Madame Broom à sa serpillière,
Miss Marple se dirigea vers la petite salle de lecture attenante au bureau de poste. Il était destiné à lire les journaux et à remplir des formulaires. Mais il était désert à cette heure-là. Là, sur la longue table en chêne, se trouvait un autre programme de la foire des récoltes, ouverte au calendrier de l'événement. Elle s'approcha et l'examina négligemment. The Coconut Shy, 14 ans. Jugement des gâteaux, 14h30. Jugement de la présentation des chrysanthèmes, 15h20. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. C'est pendant la présentation des chrysanthèmes que Leonard Pike s'est effondré. Et M. Pettigrew, le commerçant, n'avait-il pas participé à cette même épreuve? Ces précieux chrysanthèmes oranges étaient parmi les favoris pour gagner. Elle s'en souvenait maintenant. Il y avait eu une certaine confusion dans les entrées. Quelqu'un avait déplacé les tables. Pas beaucoup, juste assez pour semer la consternation parmi les juges. Était-ce simplement une confusion ou quelque chose de plus? Tapotant pensivement le programme contre sa paume, Miss Marple se tourna pour partir, et faillit entrer en collision avec Madame Broom, qui était venue chercher les poubelles. Le visage de la femme était pâle et ses mains tremblèrent légèrement. « Excusez-moi, mademoiselle », marmonna-t-elle en serrant la poubelle contre sa poitrine. Miss Marple sourit doucement. « Aucun mal n'a été fait, ma chère, mais son esprit s'emballait. Madame Broom, le programme de la foire des récoltes, le nettoyage du bureau de Léonard, Pike Point et autre chose. Quelque chose que Suzanne avait failli dire la nuit précédente. Je ne voulais pas que ça arrive. Était-il possible que Suzanne n'ait pas agi seule? Est-ce que quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus âgé, de plus désespéré, était impliqué? Les yeux bleus de Miss Marple brillèrent alors qu'elle rentrait chez elle. Elle avait besoin de réfléchir, et il lui fallait trouver une pièce supplémentaire du puzzle. Pendant ce temps, l'inspecteur Craddock devait faire face à ses propres découvertes. En examinant le carnet récupéré de Leonard Pike, il a remarqué quelque chose d'étrange. Un nom avait été en partie effacé. Pas complètement. Pike avait apparemment changé d'avis, mais suffisamment pour que les lettres soient pâles. À l'aide d'une loupe, Craddock distingua le fragment « Brou ». Broom, Madame Broom. Ou sa fille, Nancy, c'était une possibilité étonnante. Après tout, Madame Broom était considérée comme respectable même si elle était pauvre, et Nancy était considérée comme une fille douce et travailleuse. Pourtant, Craddock en avait suffisamment appris pour ne pas prendre les apparences au pied de la lettre, surtout dans un village où le ressentiment pourrait s'envenimer sans que l'on s'en aperçoive pendant des années. Il prit note de leur parler à tous les deux. Au même moment, Miss Marple, sirotant son thé de l'après-midi, reconstituait sa théorie. Leonard Pike avait fait chanter la moitié du village. C'était clair. Le colonel Everett avait un mobile, mais il était trop évident, trop autoritaire. Suzanne, Weatherby savait quelque chose, peut-être une indiscrétion impliquant sa famille, mais elle n'avait pas la volonté de violence. Madame Hargreaves avait des raisons de craindre d'être révélée, mais encore une fois, sa nature était plus palpitante que meurtrière. Non, la vraie clé était ailleurs. Il appartenait à quelqu'un qui avait tout à perdre, et rien d'autre pour le protéger que le désespoir. Quelqu'un qui travaillait, invisible en arrière-plan. Quelqu'un comme Madame Broom. Miss Marple se souvenait du visage pincé et las de la femme, des regards anxieux, des mains tremblantes. Supposons que Leonard Pike ait découvert quelque chose, un secret de son passé, un vol, un enfant illégitime. Dans un endroit comme Sainte Mildred, tout scandale pourrait signifier la ruine. Supposons qu'il l'ait menacée, et à travers elle sa fille. L'instinct d'une mère pourrait être bien plus fort que la peur. Et si Madame Broom avait confié sa terreur à Suzanne, la seule amie proche de la jeune fille, supposons qu'ils aient conçu un plan désespéré, non pas pour tuer peut-être, mais pour effrayer Pike, pour l'affronter pendant la foire, pour le menacer à son tour d'être découvert, mais quelque chose s'était terriblement mal passé. Leonard Pike,
confrontée à une soudaine perte de pouvoir, à la menace de voir ses propres secrets révélés, avait subi un choc fatal, un effondrement du cœur provoqué par une pure terreur. Cela correspondait. Ça allait trop bien. Miss Marple déposa son thé en un clic. Elle avait trouvé le point manquant. Il ne lui restait plus qu'à tirer sur le fil et à démêler le tout. Ce soir-là, Miss Marple assista à Evensong à l'église du village, assise tranquillement près du fond. Elle regarda Madame Broom se glisser sur un banc, la tête baissée, les mains serrées. Elle regarda Suzanne se tenir près de la porte, se mordant la lèvre, et elle remarqua avec satisfaction que l'inspecteur Craddock était là aussi, debout au fond, les yeux perçants sous son front baissé. Oui, pensa sereinement Miss Marple, la fin approchait. Très proche en effet. Le lendemain matin, un vent froid a balayé Sainte Mildred, faisant trembler les vieilles fenêtres et remuant les feuilles mortes, le long des ruelles comme des murmures de secrets pas encore prononcés à haute voix. C'est dans cette atmosphère agitée que l'inspecteur Craddock a convoqué plusieurs villageois au poste de police pour des conversations informelles. Bien entendu, dans un endroit comme Sainte Mildred's, le terme informel ne signifiait pas grand-chose. La simple vue d'un villageois entrant dans la gare a suffi à déclencher une douzaine de nouvelles rumeurs. La première à arriver fut Madame Delia Hargreaves, serrant un grand sac à main contre sa poitrine comme un bouclier. Elle était assise d'un air sérieux dans la salle d'entretien, ses mains tremblant sur ses genoux, tandis que Craddock le poussait doucement. « Vous saviez que M. Pike faisait chanter les autres, Madame Hargreaves. Vous a-t-il déjà fait chanter ?» Ses lèvres pincées. « Pas de chantage, inspecteur. Seulement une forte persuasion. » « Et qu'est-ce qu'il vous a persuadé de faire ?» Madame Hargreaves hésita puis s'effondra. « J'ai investi dans l'un de ses projets. C'est stupide de ma part. J'ai tout perdu. » Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir qui sentait fortement l'eau de lavande. « Et vous l'avez affronté à la foire ?» Elle secoua la tête avec véhémence. « Non, non. Je l'ai seulement supplié d'être indulgent. J'ai pensé que, peut-être, si je faisais appel à sa meilleure nature... » Craddock réprima un soupir. La meilleure nature de Pike, s'il en avait une, était profondément enfouie. Pourtant, la panique de Madame Hargreaves semblait réelle, plus ancrée dans l'instinct de conservation que dans la méchanceté. Un autre fil à noter, mais pas tout le tissu. Plus tard dans la journée, le colonel Everett revint pour une deuxième entrevue. Fini le défi hérissé d'avant. Il était fatigué, abattu. « Regardez ici, inspecteur, » dit-il d'un ton lourd. « Je détestais cet homme. Je ne le nie pas. Il m'a trompé en me faisant faire de mauvais investissements, a proféré des menaces à l'encontre de la famille de ma défunte épouse, des menaces dégoûtantes. » Quel genre de menaces, colonel? La mâchoire d'Everett se serra. Il prétendait avoir la preuve que ma femme était infidèle. Il disait qu'il pourrait faire scandale dans sa mémoire, dans celle de ma fille. Preuve? Quelques lettres. Rien de grave. Mais assez pour que, si elles étaient tordues, elles auraient pu causer de la douleur. Craddock se pencha en arrière. L'avez-vous cru? Le colonel secoua la tête. Non. Mais le mal aurait été fait de toute façon. Les ragots ne se soucient pas de la vérité. Et pourtant tu n'as pas agi. Everett rit amèrement. Je suis un vieux soldat, inspecteur. Les mots ne tuent pas. Seules les balles tuent. Craddock prit note. La colère du colonel était réelle. Mais il était encore incertain si elle s'était traduite en action. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait ses propres recherches. Elle a rendu visite à Nancy Broom en milieu de matinée, apparemment pour admirer le tricot de la jeune fille pour le bazar de l'église. Nancy, les yeux brillants et nerveuse, l'accueillit avec une vague d'hospitalité anxieuse. Autour d'un thé faible et de scones grumeleux, Miss Marple tourna doucement la conversation vers la foire. « Tu as dû être très fière de tes chrysanthèmes, Nancy, dit-elle chaleureusement. »
Nancy rougit. Oh, ils n'étaient pas à moi, Miss Marple. Ceux de Monsieur Pettigrew, ils l'étaient. J'ai juste aidé à les porter. Bien sûr, chérie, mais tu étais là quand la confusion s'est produite? Les mains de Nancy tâtonnaient avec sa tasse de thé. Je pense que oui. Tout le monde se précipitait. Miss Marple hocha la tête avec sympathie. Une telle excitation. Et le pauvre, Monsieur Pike s'effondrait, terrible. Le visage de Nancy pâlit. C'était horrible. Vous l'avez vu, une pause. Puis, très doucement, oui. Et Madame Broom? Nancy parut surprise. Maman était là aussi. Elle aide toujours à nettoyer après la foire. Miss Marple tapota la main de la jeune fille. Vous avez été très courageux, ma chérie. Je pense que tout cela a été une tension. Terrible. Les larmes montèrent aux yeux de Nancy. Miss Marple partit peu de temps après, ses soupçons plus fermement ancrés. Madame Broom était à la foire, près du brochet, assez près peut-être, pour lui faire face. Et Nancy brillante et loyale, portait le fardeau d'en savoir plus qu'elle n'osait l'admettre. À mesure que la journée avançait, la tension dans le village devenait presque palpable. Au White Hart, le vieux monsieur Jonas a déclaré haut et fort que le meurtrier devait être un étranger, sûrement, quelqu'un de passage. Au magasin, monsieur Pettigrew s'en est pris aux clients avec irritation et a fermé plus tôt, invoquant un mal de tête. À l'église, Madame Pritchard a organisé une réunion de prière pour le rétablissement de la paix et de la décence, et partout, les gens regardèrent par-dessus leur épaule. Même Miss Marple remarqua le malaise. La peur s'échappait des fissures de la société polie, la peur est quelque chose de plus sombre. La culpabilité. Elle a décidé qu'il était temps de provoquer une réaction. Ce soir-là, sous le prétexte respectable d'organiser la prochaine vente de charité, Miss Marple a invité plusieurs personnalités clés à prendre le thé. Madame Hargreaves, le colonel Everett, Madame Broom et Nancy arrivèrent tous rapidement, le visage méfiant. Suzanne, Weatherby était là aussi, serrant sa broderie dans ses bras. Miss Marple a servi du thé et des gâteaux avec son hospitalité sereine habituelle, discutant d'hymnes, de bulbes de jonquilles et des réparations en cours sur le toit de la salle, des fêtes, puis, juste au moment où la conversation s'apaisait, elle laissa tomber sa douce bombe. « C'est curieux, dit-elle en remuant son thé, que le pauvre monsieur Pike soit mort au moment précis où il réalisait qu'il avait perdu tout pouvoir sur quelqu'un. » Il y avait un silence dans la pièce, vif, électrique. Continua Miss Marple sur un ton conversationnel. Cela a dû être un choc terrible. S'imaginer invincible, puis en un instant, être complètement vaincu. Par quelqu'un qu'il pensait faible peut-être. De l'autre côté de la table, la tasse de thé de Madame Broom cliquetait dans sa soucoupe. Colonel Everett fronça lourdement les sourcils devant son assiette. La broderie de Susan Weatherby gisait oubliée sur ses genoux, son aiguille immobile. Nancy baissa les yeux sur ses mains, clignant rapidement des yeux, et Madame Hargreaves eut une petite toux haletante, répandant des miettes. Miss Marple sourit doucement. Mais ensuite, dit-elle, les plus petites choses ont souvent le plus grand pouvoir. Le cri d'un enfant, la colère d'une mère, quelques lettres oubliées, même une exposition de fleurs lors d'une foire de village. Le silence était assourdissant. Elle se leva et lissa sa jupe. « Merci à tous d'être venus, mes chers. J'espère que la braderie sera un grand succès. » Un par un, ses invités lui ont fait des adieux polis et se sont dépêchés. Certains trop vite, d'autres s'attardant un peu trop longtemps. Miss Marple les regardait partir avec des yeux vifs et compatissants. Demain, elle le savait, la vérité éclaterait. C'est toujours le cas. Surtout quand la nature humaine, bien plus révélatrice que n'importe quelle empreinte digitale ou indice, a reçu le moindre coup de pouce.
Le village s'est réveillé le lendemain matin, avec un brouillard encore plus épais, une épaisse couverture blanche qui étouffait les bruits habituels du cliquetis des chariots à lait et des aboiements des chiens. Sainte Mildred semblait retenir son souffle. Miss Marple, regardant par la fenêtre par-dessus son tricot, remarqua l'immobilité inhabituelle avec un léger froncement de sourcils. Les villages, comme les gens, sont devenus anormalement calmes avant que quelque chose ne se produise. Et vers 10h30, quelque chose s'est produit. Un cri provenant de la poste a sorti les villageois de leur routine. Madame Broom s'était effondrée derrière le comptoir, et le docteur Jamieson, appelé en toute hâte, l'a déclarée vivante mais insensible, submergée par ce qu'il a appelé un choc violent. Les spéculations ont immédiatement fleuri. Un autre décès? Un autre? Empoisonnement? Mais non. Madame Broom a été ramenée chez elle par Monsieur Pettigrew et le vicaire lui-même, enveloppée dans un épais châle de laine. Et les rumeurs ont pris une forme différente. Ça doit être la culpabilité, déclara bruyamment Madame Gubbins au magasin. Remarquez mes mots, elle en sait plus qu'elle n'a dit. Ou peut-être que quelqu'un l'a menacée, murmura Nancy Broom au jeune Peter Cray d'un ton tremblant. Miss Marple, se présentant au magasin pour sa boîte habituelle de sucre, Torge a tout entendu. Elle a acheté ses bonbons et est partie sans commentaire, son esprit travaillant rapidement. Le brouillard n'était pas la seule chose qui obscurcissait Sainte Mildred. Quelqu'un de désespéré, essayait d'assurer le silence. Ce quelqu'un devenait imprudent. Au poste de police, l'inspecteur Craddock fronça les sourcils à cause de ses notes. La situation devenait dangereusement instable. La mort de Leonard Pike était certes suspecte, mais le village s'était contenté de murmurer et de bavarder à distance. Maintenant, avec l'effondrement de Madame Broom, la peur s'était intensifiée. Il a décidé qu'il était temps de faire pression. Des entretiens ont été programmés immédiatement, en commençant par Madame Hargreaves. Elle arriva dans son habituel tourbillon de détresse parfumé à la lavande, tordant ses mains gantées. « Je bats. »« Vous ai tout dit, inspecteur » protesta-t-elle. « Tout. J'ai supplié Monsieur Pike de m'épargner, mais je ne lui ai jamais voulu de mal. Vous devez sûrement me croire. »« Nous ne vous accusons pas, Madame Hargreaves, » dit calmement Craddock. « Nous essayons simplement de comprendre pourquoi Madame Broom s'est effondrée. Je ne le saurais pas. Pauvre femme. Elle avait l'air affreuse. Ôtée hier, n'est-ce pas? Elle l'a fait, dit Craddock d'un air sombre. Tout comme toi. Madame Hargreaves fondit en larmes. Craddock la laissa sangloter puis la renvoya en l'avertissant de ne pas quitter le village. Vint ensuite le colonel Everett, toujours au dos raide, même si son teint habituellement rougeâtre était maintenant pâle. « Je ne le nierai pas », a-t-il déclaré sans détour. Pike l'avait prévu. Mais empoisonner une femme ensuite, c'est de la lâcheté, ce n'est pas ma façon de faire. Craddock l'observa. Il croyait Everett, mais cette croyance n'était pas une preuve. Vint ensuite Susan Witherby, accompagnée du vicaire lui-même. Susan avait l'air plus posée qu'avant, mais il y avait toujours un tremblement dans ses mains alors qu'elle répondait aux questions de Craddock. « Non, » dit-elle fermement, « je n'ai pas menacé Madame Broom. Je n'en rêverais pas. Elle a été si gentille avec moi. Mais vous saviez qu'elle avait une relation avec Monsieur Pike? » Susan hésita. Je m'en doutais. Monsieur Pike avait l'habitude de venir au bureau de poste, et parfois il la suivait après. Elle était terrifiée par lui. Terrifiée. C'était un mot fort. Craddock prit note, son esprit s'emballant. La peur pourrait pousser les gens à l'extrême. Mais la peur pourrait aussi être exploitée. Pendant ce temps, Miss Marple partit rendre visite à Madame Broom elle-même. Le cottage Broom était un petit endroit coquet à la lisière du village, son petit jardin étant désormais envahi par la végétation et négligé. À l'intérieur,
L'air sentait légèrement l'humidité et quelque chose de plus piquant. La peur d'Adam Broom était allongée sur un lit étroit, pâle et tremblante. Nancy se tenait à proximité, le visage affichant une inquiétude impuissante. Miss Marple était assise tranquillement près du lit, tricotant à la main, jusqu'à ce que Madame Broom bouge et ouvre les yeux. « Oh, Miss Marple, murmura-t-elle. Je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas de mal. »« Non, chérie, » dit Miss Marple d'une manière apaisante. « Bien sûr que non. Mais peut-être pourriez-vous me dire ce qui vous a si terriblement effrayé ce matin ?» Madame Broom ferma les yeux. Une lettre. Elle a été poussée à travers la porte du bureau de poste. Pas d'enveloppe, juste un morceau de papier, avec un mot dessus. Quel mot? La voix de Madame Broom se transforma en un murmure irrégulier, meurtrier. Les mains de Miss Marple étaient immobiles sur ses aiguilles à tricoter. C'était pire qu'elle ne l'avait imaginé. Quelqu'un connaissait, ou pensait connaître, la vérité. Et il ne se contentait pas de laisser le passé tranquille. 7. Après-midi-là, sous la faible lumière du soleil, Miss Marple retourna lentement vers le village, l'esprit tourbillonnant. La lettre a tout changé. Cela signifiait que quelqu'un de dangereux, était prêt à menacer, à terrifier, peut-être même à tuer à nouveau pour se protéger. Elle a passé en revue les faits. Léonard. Pike avait fait chanter plusieurs villageois. Pike s'était effondré après une violente confrontation. Adam Broom était à proximité, effrayé, désespéré. Suzanne avait des connaissances mais pas d'action. Le colonel Everett avait de la rage mais pas de subtilité. Madame Hargreaves était paniquée mais pas malveillante. Et quelqu'un venait d'envoyer une lettre, un geste audacieux. Trop. Audacieux pour une femme de ménage effrayée ou une nièce en deuil. Non, il avait les caractéristiques d'une personne habituée à la manipulation, quelqu'un qui se croyait intelligent. Miss Marple réfléchit aux possibilités. M. Pettigrew. Il avait accès au bureau de poste, et il avait des raisons de craindre d'être découvert si Pike avait eu connaissance de ses affaires. Ou quelqu'un d'encore moins évident. Miss Marple a mis son tricot sous son bras. La fin approchait, pensait-elle. Le filet se resserrait. Elle devrait être très prudente. Un tueur qui a eu recours à des menaces une fois pourrait recourir à quelque chose de bien plus définitif la prochaine fois. Ce soir-là, sous le couvert de l'obscurité, une autre découverte a choqué Saint Mildred. Peter Craig, qui livrait des courses, trouva la porte arrière du bureau de poste entr'ouverte. À l'intérieur, l'endroit avait été saccagé. Les tiroirs étaient ouverts. Les papiers étaient éparpillés sur le sol. La police est arrivée quelques minutes plus tard. L'inspecteur Craddock a examiné la scène d'un air sombre. Quelqu'un cherchait quelque chose. Et il était suffisamment désespéré pour risquer d'entrer par effraction. Que cherchait-il? A demandé le gendarme Rowe. Craddock secoua la tête. Une preuve peut-être. Ou quelque chose que Pike a laissé derrière lui. Un document. Un aveu. Une dernière preuve accablante. Quoi qu'il en soit, on ne l'avait pas trouvé. Ou, pire, encore, c'était le cas. Et il était désormais entre les mains de quelqu'un prêt à tuer pour cela. Alors que les villageois se rassemblaient en groupe pour échanger des spéculations effrayantes, Miss Marple était assise seule près de son feu, tricotant régulièrement. Les derniers fils du mystère se mettaient en place. Bientôt, très bientôt, le masque tomberait. Miss Marple, sereine et patiente, se préparait à l'affrontement à venir. Ce serait délicat et dangereux. Mais la nature humaine, elle le savait, était la clé, et la nature humaine finit toujours par se trahir. Le lendemain matin, le brouillard persistait lourdement sur Sainte Mildred, se pressant contre les fenêtres et tourbillonnant dans les ruelles étroites comme un être vivant. Cela étouffait les sons, atténuait les couleurs et donnait à tout le village un sentiment étrange et suspendu, comme si le monde retenait son souffle.
Miss Marple était assise à son siège habituel près de la cheminée, les flammes crépitaient doucement. Ses aiguilles à tricoter cliquetaient à un rythme régulier et apaisant. Mais son esprit était tout sauf calme. L'effraction à la poste l'avait convaincu sans aucun doute. Le tueur était de plus en plus désespéré. Celui qui avait envoyé la lettre anonyme à Madame Broom cherchait maintenant frénétiquement quelque chose. Peut-être un papier ou une lettre que Pike avait laissée derrière lui. Quelque chose qui, s'il était découvert, révélerait la vérité. Et le désespoir, Miss Marple le savait, rendait les gens insouciants. Il était temps de provoquer une dernière erreur révélatrice. Elle posa son tricot et attrapa son téléphone. Midi, des invitations avaient été envoyées à travers St. Mildred. Des notes manuscrites délivrées discrètement par le jeune Peter Cray. Miss Marple organisait une petite réunion. Pour le thé cet après-midi-là, a-t-elle déclaré. Rien de grandiose, juste quelques voisins pour vous accompagner et vous réconforter en ces temps difficiles. La liste des invités a été soigneusement choisie. Colonel Everett, avec son caractère cassant. Madame Delia Hargreaves, toujours agitée nerveusement. Et Monsieur Pettigrew, le commerçant avec sa culpabilité nerveuse. Madame Broom, fragile mais vitale. Et Susan Wetherby qui en savait plus qu'elle ne le pensait. Si sa théorie était correcte, l'un d'eux se trahirait. Et sinon, eh bien, elle avait des plans d'urgence. Miss Marple n'a jamais sous-estimé les dangers de la nature humaine. Le petit salon de Church Lane était rempli à 4h30. Du thé était servi, des scones et de la crème au citron étaient offerts. Au début, la conversation était forcée. Sourire serré, rire maladroit, trop de cuillères en remuant. Miss Marple, apparemment inconsciente, parlait légèrement de la météo, des projets du vicaire pour le dimanche des récoltes et de la rumeur de vente de la vieille maison Barton. Elle a attendu, et puis, avec désinvolture, elle a déclaré « C'est un tel soulagement que la police ait retrouvé ce document manquant. » Silence. C'était un mensonge, bien sûr. Aucun document n'a été retrouvé. Mais c'était le genre de mensonge qui harcelait les mauvaises consciences. Le colonel Everett se raidit visiblement. Madame Hargreaves a renversé une goutte de thé sur sa soucoupe. Susan Wetherby pâlit. Et Monsieur Pettigrew, normalement calme même sous la pression, laissa tomber sa cuillère à café avec fracas. Miss Marple tourna vers lui un regard doux. « Rien de grave, j'en suis sûre, » dit-elle gentiment. « C'est juste une petite affaire que Leonard Pike tenait au-dessus de la tête de quelqu'un. Mais maintenant que c'est entre les mains de la police, tout devrait être révélé très bientôt. » La bouche de Pettigrew s'ouvrait et se fermait comme un poisson échoué. Son front brillait d'une sueur soudaine. « Ce n'est pas que cela concerne la plupart d'entre nous, » poursuivit doucement Miss Marple. Après tout, la plupart des gens n'ont rien à craindre. C'était là, le plus petit sursaut, le plus léger resserrement autour des yeux de Pettigrew. Elle l'a vu, et elle continua sa voix toujours légère, toujours grand-mère. La nature humaine est une chose tellement étrange, songea-t-elle. Je trouve que la plupart des crimes sont commis non par un grand mal mais par une peur insignifiante. La peur de la honte, de perdre un peu d'argent, un peu de réputation. Elle posa sa tasse de thé avec précision. Et parfois, la peur peut pousser les gens à faire des choses terribles, des choses dont ils ne se seraient jamais imaginés capables. Pettigrew se leva brusquement, renversant sa chaise. « Je dois y aller, » dit-il d'une voix rauque. « Inventaire à faire, à la boutique. »« C'est absurde, monsieur Pettigrew, » dit gentiment Miss Marple, ses yeux étaient comme des aiguilles bleues aiguisées. « Restez, je m'attends à ce que l'inspecteur Craddock arrive d'une minute à l'autre. Il voudra parler à tout le monde. » Pettigrew hésita sur le seuil de la porte. Puis, dans un mouvement soudain et violent, il s'est enfui. Les autres haletèrent. Colonel Everett se leva à moitié de son siège, mais Miss Marple se contenta de sourire. « Voilà votre meurtrier, » dit-elle doucement. « Il vous suffit de le suivre.
Il a fallu moins de 10 minutes à l'agent Rowe pour appréhender M. Pettigrew derrière le White Hart, où il avait tenté, bêtement, de se diriger vers les bois. Il a été ramené au commissariat dans un silence sinistre et effrayé. C'est là, sous l'interrogatoire sévère de l'inspecteur Craddock, que la vérité éclata enfin. Pettigrew était endetté, non pas à cause d'un grand méfait, mais à cause de petites spéculations insensées, de mauvaises récoltes sur la ferme familiale et d'une pression croissante pour maintenir sa position d'épicier respectable du village. Leonard Pike l'avait découvert, et plus encore, il avait menacé de dénoncer un vieux scandale impliquant le défunt père de Pettigrew, une affaire de détournement de fonds ecclésiastiques datant de plusieurs décennies plus tôt. L'exposition aurait signifié la ruine. C'est ainsi que Pettigrew avait agi, pas avec un meurtre prémédité, pas au sens traditionnel du terme. Il avait affronté Pike à la fois, furieux et désespéré. Il avait crié, menacé. Et à ce moment-là, face à l'effondrement soudain et indéniable de son propre empire de chantage, le cœur de Leonard Pike avait lâché. Mais ce n'était pas la fin. Pettigrew, terrifié à l'idée que des soupçons puissent tomber sur lui, avait tenté de brouiller les pistes. Il était entré par effraction dans le bureau de poste à la recherche des dossiers de Pike. Il avait envoyé la lettre anonyme à Madame Broom, dans l'espoir de détourner l'attention. Il avait alimenté les rumeurs contre le colonel Everett, sachant que le caractère de cet homme faisait de lui un bouc émissaire commode. Le désespoir avait motivé chacun de ses mouvements, et l'avait, finalement trahi, comme Miss Marple l'avait prévu. Plus tard dans la soirée, une fois les formalités terminées et Pettigrew placé en garde à vue, l'inspecteur Craddock a rendu visite à Miss Marple. Il la trouva près du feu, en train de tricoter avec contentement. « Je dois admettre, Miss Marple, dit-il. J'avais des doutes sur vos méthodes. » Elle sourit doucement. « On apprend à être patient, inspecteur. Les gens se révèlent au moindre coup de pouce. » Craddock secoua la tête avec émerveillement. « Et tu avais raison, encore une fois. » Miss Marple posa son tricot et lui servit une modeste tasse de thé. « C'est très simple, dit-elle. Les gens se comportent selon des schémas, inspecteur. La peur, la fierté, la colère. Ils laissent des marques bien plus profondes que les empreintes digitales. » Elle remuait doucement son thé. « Et bien sûr, ce sont toujours les petites choses qui comptent le plus. » Elle regarda le feu, ses yeux bleus pensifs. Pauvre monsieur Pettigrew. La peur l'a poussé au désespoir. Mais la peur, voyez-vous, ne peut jamais vraiment être cachée. Craddock sirota son thé en réfléchissant à cela. Dehors, le brouillard commença enfin à se dissiper, et les faibles étoiles d'une nuit claire piquèrent le ciel. Saint Mildred, blessé mais respirant plus facilement, commença à retrouver une paix précaire. Et dans son salon douillet, Miss Marple reprit son tricot, ses aiguilles claquant doucement, retournant déjà le mystère dans son esprit, non pas avec triomphe, mais avec une compréhension calme et douloureuse. Car elle le savait trop bien. Lorsqu'il s'agissait du cœur humain, les secrets les plus sombres se trouvaient souvent dans les endroits les plus ordinaires. Il fut décidé, à la suggestion de Miss Marple, qu'un rassemblement aurait lieu dans la salle paroissiale, un terrain neutre où toutes les parties concernées pourraient se rassembler sans inquiétude excessive. L'inspecteur Craddock a accepté, quoique à contre-cœur. Il avait déjà vu comment Miss Marple, sous l'apparence d'une vieille dame simple et inoffensive, pouvait résoudre plus de mystères en 1 heure que la police n'en réussissait en 1 semaine. La salle, froide et sentant légèrement le bois humide et les livres de cantiques, était prête. Les chaises étaient disposées en demi-cercle, et le poêle était allumé pour chasser le froid rampant. Vers 3h30, les principaux acteurs étaient arrivés,
Colonel Everett raide et méfiant, la mâchoire serrée comme du granit. Madame Delia Hargreaves, agitant son mouchoir et jetant des regards suspicieux. Susan Witherby, pâle mais déterminée, serrant fermement ses gants. Adam Broom, fragile comme un oiseau, avec Nancy à ses côtés. Et Monsieur Pettigrew, amené sous garde poli, maîtrisé mais provoquant. Miss Marple était assise tranquillement devant, les aiguilles à tricoter en équilibre, image d'une douce patience. L'inspecteur Craddock s'éclaircit la gorge. « Miss Marple, dit-il formellement, peut-être pourriez-vous expliquer les choses. » Il y eut un léger murmure parmi les villageois rassemblés, curiosité, anxiété, peur. Miss Marple se leva, lissant sa jupe, et les regarda de ses yeux bleus calmes et d'une douceur trompeuse. « Je ne suis pas policier, commença-t-elle, mais j'ai vécu assez longtemps et avec assez de prudence pour en savoir beaucoup sur la nature humaine. » Il y eut un petit bruissement d'inconfort, mais personne ne parla. Continua Miss Marple, sa voix aussi douce et inexorable que la neige qui tombe. « Leonard Pike, a-t-elle dit, a prospéré grâce au secret. Il s'est fait un devoir de connaître les hontes cachées des autres, et il a utilisé ses secrets, menacé d'être révélé pour de l'argent, des faveurs, du pouvoir. » Les têtes se tournèrent, les yeux bougèrent. Elle vit des éclairs de culpabilité et de colère. À la foire des récoltes, Pike a confronté plusieurs personnes, Madame Hargreaves notamment, à propos de certains investissements malheureux. Madame Hargreaves poussa un cri mais ne dit rien. Et le colonel Everett à propos de lettres personnelles impliquant sa défunte épouse. Everett se raidit mais hocha brièvement la tête. « Mais la clé ?» dit Miss Marple en se tournant légèrement pour regarder Madame Broom et Nancy, « est ailleurs. » Il y eut une longue pause. Madame Broom serra la main de Nancy comme pour lui donner de la force. Le ton de Miss Marple s'adoucit. Pike avait également découvert quelque chose sur le passé de Madame Broom, quelque chose enfoui depuis longtemps, sans importance maintenant, mais dangereux s'il était révélé. Une indiscrétion de jeunesse, peut-être. Une association peu judicieuse. Madame Broom baissa la tête, silencieuse. Pike a menacé de la dénoncer à moins qu'elle ne lui verse de l'argent qu'elle n'avait pas. Suzanne poussa un sanglot étouffé. Naturellement, Madame Broom était terrifiée. Et elle a parlé, je crois, à Susan Witherby, qui tenait profondément à elle. Suzanne hocha la tête, les yeux brillants. Ils ont décidé d'affronter Pike à la foire. Non pas pour lui faire du mal, mais pour le plaider, le menacer de révéler ses propres méfaits s'il continuait. La voix de Miss Marple s'accentua légèrement. Mais d'autres avaient les yeux rivés sur Pike ce jour-là. Monsieur Pettigrew, par exemple. Tous les regards se tournèrent vers Pettigrew qui restait immobile. Continua Miss Marple d'un ton calme. Monsieur Pettigrew, confronté à la ruine financière si Pike révélait d'anciens scandales familiaux et des dettes récentes, a agi de manière plus désespérée. Il a confronté Pike pendant la foire, avec colère, peur. Elle s'arrêta délicatement. Pike, confronté à la soudaine prise de conscience qu'il ne pouvait plus contrôler le récit, que son pouvoir sur ces gens s'effondrait sous ses yeux, a subi un choc fatal. Il y eut un long silence résonnant. Pas de poison dramatique. Pas de couteau dans le noir. Juste la peur tournée vers l'intérieur, un cœur s'effondrant sous le poids de sa propre corruption. Les aiguilles à tricoter de Miss Marple claquèrent, doucement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, a-t-elle déclaré. Parce que Monsieur Pettigrew, terrifié à l'idée que des soupçons s'abattent sur lui, a tenté de détruire les preuves. Il est entré par effraction dans le bureau de poste, fouillant le bureau de Pike à la recherche de papiers incriminants. Elle jeta un coup d'œil à l'inspecteur, qui acquiesça sombrement. Il a également envoyé une lettre anonyme à Madame Broom, dans l'espoir de l'effrayer et de la faire taire pour la faire paraître coupable. Des halètements se répercutèrent dans la salle. Madame Broom ferma les yeux de douleur, et comme,
Cela n'a pas réussi, a terminé doucement Miss Marple. Il a tenté de s'enfuir alors qu'il croyait que le document manquant avait été retrouvé. Il y eut un lourd silence. Puis Pettigrew parla, d'une voix sèche et cassée. « Je ne voulais pas le tuer, a-t-il déclaré. Je voulais seulement lui faire peur, pour l'empêcher de tout gâcher. » Miss Marple hocha gravement la tête. « Peur, monsieur Pettigrew, » dit-elle. « La peur est l'arme la plus meurtrière de toutes. » L'inspecteur Craddock s'est alors avancé, arrêtant officiellement Pettigrew pour homicide involontaire et infraction connexe. Il n'y a pas eu de lutte. Pettigrew se leva et partit tranquillement. Il avait l'air d'un homme qui, après avoir lutté trop longtemps contre l'inévitable, trouvait un étrange soulagement dans l'abandon. Après le retrait de Pettigrew, les autres restèrent assis un moment, stupéfaits, épuisés. Madame Hargreaves pleurait doucement. Le colonel Everett était assis avec rigidité, les mains sur les genoux. Susan Witherby regarda Madame Broom et lui fit un petit sourire plein d'espoir. Miss Marple rassembla son tricot et se leva. « Mes chers, » dit-elle doucement, « je suggère que nous nous souvenions tous que la miséricorde est la plus belle de toutes les vertus. Aucun de nous n'est parfait. Aucun de nous n'est sans secrets. » Elle se dirigea vers la porte, ses pas doux sur le parquet usé. Dehors, le soleil de l'après-midi se débattait dans la brume qui s'éclaircissait. La vie continuerait. La récolte serait récoltée. L'église tiendrait son bazar de Noël. Des bébés naîtraient, des vieillards mourraient, et les commérages retrouveraient leur bourdonnement inoffensif habituel. Mais derrière tout cela, il resterait le souvenir, le rappel, que le mal n'était pas toujours bruyant ou évident. Parfois, c'était calme, mesquin et terriblement humain. Et cette gentillesse, comprendre les faiblesses des autres, était le seul véritable bouclier contre cela. Miss Marple, avec son tricot sous le bras, sourit intérieurement en entrant dans la lumière douce et claire. Sainte Mildred était à nouveau en sécurité. Pour l'instant. Les jours qui ont suivi les aveux de M. Pettigrew se sont déroulés dans un calme étrange et instable. Pour la première fois de mémoire d'homme, Sainte Mildred's était devenu un village connu pour ses scandales, murmuré dans les paroisses voisines, observé avec curiosité par les voyageurs de passage. La vie a repris, mais ce n'était plus la même vie qu'avant. Un mince voile de malaise planait sur le village, et même les interactions les plus insignifiantes avaient un nouveau poids. Au bureau de poste, Madame Broom a repris ses fonctions, avançant tranquillement dans ses tâches avec une triste détermination. Les villageois la traitèrent avec une gentillesse maladroite, comprenant maintenant qu'elle aussi avait été victime de l'avidité de Pike et de la panique de Pettigrew. Au magasin, un nouveau commis avait été installé derrière le comptoir. Le nom de M. Pettigrew n'a pas été prononcé à haute voix, même si son absence était palpable. Son sort, dont la plupart étaient convenus à voix basse, était triste mais inévitable. Le White Hart a vu moins de rires et plus de longs silences pensifs autour de verres de pinte. Les commérages étaient désormais plus aiguisés, comme si chacun avait rappelé à quel point les péchés cachés pouvaient être très réels et très dangereux. Miss Marple, cependant, se déplaçait, dans ce paysage changé avec sa douceur habituelle. Elle accepta les remerciements polis du vicaire et du conseil paroissial pour ces éclaircissements opportuns, et elle déclina, tout aussi poliment, les nombreuses invitations à raconter toute l'aventure autour d'un thé. Elle se contentait de laisser les événements se régler d'eux-mêmes, et elle n'a pas été surprise quand, un matin, Susan Witherby est venue l'appeler. Susan était assise nerveusement dans le petit salon ensoleillé de Miss Marple, ses mains gantées se tordant sur ses genoux. Je voulais juste vous remercier, Miss Marple, dit-elle à voix basse. Pas besoin de remerciements, ma chère, dit gentiment Miss Marple. Vous avez été très courageux. Suzanne secoua la tête. Ce n'était pas le cas. J'étais terrifiée.
Je pensais que si je disais quelque chose de terrible se produirait. Miss Marple versa du thé, ajoutant une cuillerée supplémentaire de sucre dans la tasse de Suzanne. La peur est très naturelle, dit-elle, surtout pour les jeunes. C'est la façon dont nous affrontons la peur qui nous définit, vous ne trouvez pas? Suzanne sourit tremblante. Je suppose que oui. Il y eut un silence court et confortable. Puis Miss Marple dit, presque distraitement, « Et vous qui avez trouvé la lettre que Pike avait écrite à propos de M. Pettigrew, n'est-ce pas ?» La tête de Suzanne se releva brusquement. « Comment le saviez-vous » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. « La nature humaine, ma chère. Vous l'avez vu parmi les journaux du bureau de poste. Vous n'avez pas tout compris d'un coup, mais vous avez réalisé que c'était dangereux. Alors vous l'avez caché dans le but de protéger Madame Broom, ou peut-être vous-même. » Suzanne rougit. Je voulais seulement empêcher Pike de blesser quelqu'un d'autre. Miss Marple lui tapota la main. Et vous l'avez fait. Au final, vous avez fait preuve d'un grand courage. Les yeux de Suzanne se remplirent de larmes. Miss Marple, voyant que le cœur de la jeune fille était désormais plus léger, changea de sujet pour parler des chrysanthèmes et des bazars religieux. Et au moment où Suzanne partit, sa démarche était visiblement moins lourde. Le visiteur suivant fut l'inspecteur Craddock. Il est arrivé tard dans l'après-midi, son manteau saupoudré de gelée précoce, son attitude inhabituellement informelle. Il accepta le thé de Miss Marple avec reconnaissance et s'assit en soupirant. Le cas de Pettigrew sera porté devant les magistrats la semaine prochaine, a-t-il déclaré. La couronne n'insistera probablement pas pour un meurtre, un homicide involontaire, ou même des accusations moindres. Difficile de prouver l'intention, lorsque l'homme est tombé mort de peur. Miss Marple hocha la tête. Et les dossiers de Pike? Détruits pour la plupart, dit Craddock d'un air sombre, brûlés dans le poêle de Pettigrew après le cambriolage. Mais quelques restes ont été récupérés. De quoi expliquer pourquoi la moitié du village était terrorisé. Il secoua la tête. Du chantage, dit-il. C'est un métier ignoble. Pas même la décence d'un méchant déclaré. Miss Marple remuait pensivement son thé. Le chantage repose sur la honte, inspecteur. Et la honte, vous savez, est un fardeau bien plus lourd que la plupart des péchés eux-mêmes. Craddock, là, regarda avec admiration. Je me demande, Miss Marple, si vous avez déjà envisagé de rejoindre la force. Elle rit. Oh non, inspecteur. Je trouve la nature humaine bien plus gérable au coin de mon propre feu. Ils se séparèrent chaleureusement, l'inspecteur levant son chapeau alors qu'il repartait dans la soirée brumeuse, alors que l'automne faisait place à l'hiver. Sainte Mildred a progressivement recousu son tissu déchiré. La fête des récoltes a eu lieu, quoiqu'avec moins de faste que d'habitude. Il y avait des chuchotements dans les cantiques, des voix basses sur les tables à thé, mais avec le temps, même les arêtes les plus vives s'adoucirent. Madame Hargreaves a trouvé du réconfort dans le travail caritatif, canalisant ses nerfs vers de bonnes actions. Le colonel Everett est parti brièvement pour rester chez un cousin dans le Devonshire, revenant après Noël sous la forme d'un homme plus calme et plus humble. Suzanne Witherby, libérée du poids de la peur, redevint la fille joyeuse qu'elle avait été autrefois. Elle a parlé de prendre un poste dans une petite école à proximité, quelque chose qu'elle souhaitait depuis longtemps mais n'avait jamais osé. Et Miss Marple a continué sa douce vie, tricoter, s'occuper de sa roseraie, aller à l'église, et comme toujours, garder ses yeux bleus astucieux ouverts sur le théâtre sans fin et fascinant de la nature humaine. Ce n'est qu'occasionnellement, tard dans la nuit, que ses pensées revenaient à Leonard Pike, un homme qui avait prospéré grâce au secret, à la cruauté et à la peur, et qui avait finalement été détruit par ces mêmes choses. Sa mort n'avait pas été une grande affaire d'opéra, mais une sordide petite tragédie. Et Miss Marple le savait. De telles tragédies étaient les plus dangereuses de toutes,
car elle ne résultait pas d'un grand mal, mais de faiblesses ordinaires, amplifiées avec le temps. Elle reprit ses aiguilles à tricoter et reprit son travail, la lueur du feu scintillant doucement sur ses lunettes. Dehors, les premières neiges de l'hiver commençaient à tomber, recouvrant Sainte-Mildred d'une pureté froide et trompeuse. La vie a continué, mais ceux qui vivaient dans le village n'oublieraient jamais plus que sous les surfaces les plus douces, l'obscurité pouvait grandir, de manière invisible et incontrôlée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et Miss Marple, avec sa sagesse tranquille, serait toujours là, observant, comprenant, et, si nécessaire, agissant. Le monde, réfléchit-elle, n'est pas assuré par les seules lois. Il a été sécurisé grâce à la compréhension. Comprendre la simple vérité selon laquelle, là où il y a des secrets, il y a du danger. Et là où il y a un danger, la nature humaine se trahira tôt ou tard. Toujours.